Philippe Fabry. Je suis donc éducateur de formation initiale et puis ensuite devenu formateur pendant un quart de siècle. Et ces dernières années, je fais de la recherche en protection de l'enfance avec un focus particulier pour ces jeunes qui quittent la protection de l'enfance et se retrouvent en grande précarité. Moi, dans mes deux interventions cet après-midi, je fais quelque chose qui n'est pas tout à fait réglo. C'est-à-dire que, au lieu d'être centré sur la période, j'essaye de voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait repérer comme interpériode. Et je trouve que cette question de la solitude des jeunes à l'entrée dans l'âge adulte, c'est vraiment une question interpériode. On la retrouve aujourd'hui. Elle était depuis très longtemps invisibilisée socialement. Et puis, 50 ans, 60 ans après les anglo-saxons, on se met à faire, il y a 10 ans, la première grande enquête longitudinale. On suit 1600 jeunes qui ont 16 ans. Qu'est-ce qu'ils deviennent? 17, 18, et ils ont maintenant 26, 27 ans. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la moitié de ces jeunes, 1 sur 2, dit « je ne peux pas du tout être aidé par mes parents ». Et presque 1 sur 4 ne les voit plus. Donc vous voyez, ça, c'est complètement invisibilisé parce que, j'en reparlerai dans ma deuxième intervention, on a mis au cœur de la protection de l'enfance progressivement, à partir des années 70-80, à la protection de l'enfance, on a rajouté le soutien de la parentalité. Mais on l'a fait d'une façon très française, naïve, en pensant qu'on pouvait soutenir les parents en leur donnant des droits. Et donc, on a une bureaucratisation des droits des parents qui a envahi progressivement la protection de l'enfance et qui fait que les parents sont présents simplement en tant que titulaires des droits, même quand en réalité, ils sont plus présents dans la vie de leur enfant ou vraiment de façon insuffisante. Donc, on a une machine à invisibiliser le délaissement. Alors, avant, le délaissement, jusqu'aux années 70, il est un peu organisé par les institutions. Hein. Il faut placer l'enfant loin de ses mauvais parents. Mais on renverse le logiciel et on verra tout à l'heure, j'y reviendrai, déplacement qui devait être long, permanent, substitutif. On crée le modèle inverse. Les déplacements doivent être tous provisoires. On doit s'inscrire dans la suppléance parentale. Sauf que moi, j'ai eu la chance d'être formé par Paul Durning, qui a créé la notion de suppléance parentale et qui explique bien qu'il n'est pas question de penser la suppléance s'il n'y a pas une coopération entre parents et professionnels. Et on a beaucoup le mot d'ordre, soutenir la parentalité, mais quand on regarde concrètement, c'est quoi les moyens, c'est quoi les outils, là, on voit qu'il y a à réfléchir. Cette solitude, je la retrouve des jeunes, je la retrouve interpériode, notamment quand on est allé aux archives voir les dossiers des enfants confiés dans des patronages au tout début du XXe siècle, donc des enfants nés en 1900. Qu'est-ce qu'on voit? Tous les mômes travaillent, évidemment, et ils travaillent jeunes, mais on peut voir quand ils vont mal, ça se traduit directement dans le dossier par leur instabilité. Et cette question de l'instabilité, signe de mal-être, on va le retrouver dans tout un tas de rapports. Je lisais récemment un rapport des années 60 sur les prisons avec toute une préoccupation sur cette instabilité. Donc moi, je vois un fil rouge entre voilà, ce délaissement masqué ou historiquement auparavant même organisé, cette solitude et l'instabilité, la double instabilité dans le monde du travail et dans le domaine affectif. Et c'est toujours vrai, c'est-à-dire que quand on a des très beaux travaux actuellement parce qu'à côté de cette grande enquête quantitative sur ces 1600 jeunes, il y a plein d'enquêtes qualitatives faites par des chercheuses vraiment remarquables et qui montrent que quand on analyse ces 1500 parcours et qu'on fait des focus sur une centaine de situations, on voit qu'il y a 2 grands types de parcours en protection de l'enfance actuellement. C'est-à-dire, je vous lis ce que dit Isabelle Fréchon. Pour certains, la prise en charge est considérée comme une amélioration par rapport à leur vie passée ou comme une nécessité. Pour d'autres, au contraire, elle est perçue comme une injonction à renoncer à ses rêves ou comme un carcan, ce qui les conduit à des confrontations répétées avec les travailleurs sociaux dont ils ne partagent pas les objectifs
Ils quittent alors fréquemment l'ASE de façon précipitée, sans avoir assuré leur autonomie financière, ou se voient mis à la porte des institutions. Et alors leur parcours, c'est un parcours qui est très instable. Pourquoi ? Parce que plus les parcours sont balisés, plus les orientations sont longues. Un parcours balisé, par exemple, c'est très souvent le jeune sort en FJT pour 2 ans. Si c'est un parcours cabossé qui passe par l'hébergement d'urgence, il faudra vite faire un projet, puis l'accueil, quelques semaines, 2-3 mois. Donc, vous voyez, je me suis demandé aussi ça, si cette question n'était pas finalement un fil rouge interpériode. Oh là là, j'ai déjà fini. J'espère que c'était bien. Alors, moi, je voudrais vous parler de... je fais ces dernières années pas mal de comparaisons internationales en protection de l'enfance. Alors, c'est intéressant parce que les Français ne s'intéressent pas du tout à l'Europe. Il y a une méconnaissance de ce qui se fait en Europe. Or, quand on regarde l'organisation de la protection de l'enfance en Europe, on voit qu'elles sont très fortement structurées, les organisations des pays voisins et notre pays, par des lois des années 80. Et je voudrais assez rapidement vous dire que de mon point de vue, il y a des lois des années 80 qui portent préjudice à la protection de l'enfance et qu'il faudrait profondément revoir. Alors, c'est l'objet, pour certains, de beaucoup de débats. Par exemple, le choix en 83 de décentraliser la protection de l'enfance fait qu'on ne sait plus de quoi on parle quand on dit l'ASE. L'ASE, c'est 100 ASE. Et quand on regarde les chiffres de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, on regarde que pour toutes les données, c'est profondément différent d'un département à l'autre. Vraiment très profondément, surtout. Il y a aussi il y a un grand nombre de lois, et certaines de ces lois, je les appelle les lois révolutionnaires. Pourquoi ? Parce qu'on révolutionne par le haut toute l'organisation de la protection de l'enfance. Alors, je voudrais mettre l'accent sur 2 lois vraiment importantes. On ne sait pas en France qu'on est les seuls en Europe à avoir choisi de faire de l'activité de nourrice, de famille d'accueil, un métier. C'est la première loi, on a 3 grandes lois, la première loi est en 77. Alors, il faudrait se demander pourquoi on est les seuls à avoir fait ça. Je ne vais pas développer ce point-là, mais je vais simplement noter un point important. Le résultat de cette professionnalisation est que les familles d'accueil en France n'ont aucun des 4 grands pouvoirs qu'ont les familles d'accueil en Europe. En Europe, c'est quoi ces 4 grands pouvoirs ? Elles sont reçues par le juge ou l'autorité de tutelle. Elles ont le droit de faire appel des décisions. Elles ont des transferts d'autorité parentale. Et elles ont le droit légalement de maintenir des liens après un accueil. C'est-à-dire, c'est comme si le choix de les professionnaliser en France était le choix qu'elles n'aient aucun pouvoir. Elles sont pas reçues par le juge. On peut leur imposer des départs très brutaux des enfants, mais vraiment brutaux. Elles ont le droit de se taire. Et donc, vous voyez, première loi, je ne la développe pas, mais c'est vraiment, je trouve, problématique. Deuxième loi très importante, la loi du 6 janvier 86, qui suit une loi de 84, en 2 temps, 84-86, on renverse le vieux système. Si vous voulez, dans le vieux système, on a un grand rapport en 70, rapport Dupont-Fauville, et puis on a 10 ans après un grand rapport encore, rapport Bianco-Lamy, qui font le procès, en fait, du modèle de l'assistance publique qui continue de subsister dans l'organisation de la DAS et qui continue d'être finalement basé sur bien un manque de démocratie. On n'écoute pas la parole des parents, on n'écoute pas la parole des enfants. Les enfants sont placés loin, on empêche les parents d'être parents, etc. Enfin, il y a un procès sur la remise en cause totale du modèle ancien. Et donc, les lois viennent dire, on va faire le contraire. C'est un simple renversement. C'est-à-dire, les placements étaient excessivement permanents, trop. Ça empêchait des retours possibles. Les parents étaient trop mis de côté. On renverse tout ça en disant, désormais, tous les placements sont provisoires. Ce qui aboutit à une chose unique au monde. On est un pays où on peut placer un enfant provisoirement pendant 21 ans. De la maternité à la fin du contrat jeune majeur. C'est-à-dire que
ceux qui sont placés de la maternité, on les a tellement fragilisés avec ce qu'on leur fait vivre que on leur donne le contrat jeune majeur, sauf s'ils sont fâchés contre tout le monde. Hein. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne se pose pas les questions? Ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on fait ça, une quarantaine d'années. On pourrait aller voir comment font les voisins. Tous y mettent une limite à l'institution et au judiciaire. C'est un grand mouvement depuis les années 80 de déjudiciarisation de la protection de l'enfance, plus ou moins poussé selon les pays, très poussé en Italie par exemple, hein, mais aussi très poussé en Belgique. Et on n'étudie pas ces systèmes-là. On est sur notre hexagone. Alors j'ai pas le temps de développer, mais je peux quand même donner un ou deux exemples. C'est quoi la grande façon en Europe de mettre une limite au placement provisoire? C'est le confiage. Nous, si une famille d'accueil accueille un enfant pendant 15 ans et qu'il y a une délégation d'autorité parentale, l'enfant est délaissé, hein, eh bien la délégation d'autorité parentale ne va surtout pas se faire à la famille d'accueil, hein, jamais. À l'ASE. Et on va avoir des recommandations de la NESM à l'époque qui disent « Ah, bah, si l'enfant fait l'objet d'une délégation, ce serait bien qu'il connaisse de visu le professionnel en charge de la délégation. » Vous voyez, on s'en rend pas compte. On a un système, par comparaison, qui est profondément surjudiciarisé et surinstitutionnalisé. Et le prix pour les jeunes est très fort. Pourquoi? Parce que, autre loi, dans les années 80, et progressivement ça va se renforcer, on met au cœur de la protection de l'enfance le droit du divorce. On dit ben, comment on va forcer au respect de la place et des droits des parents? Eh bien, en servant de la technologie du divorce qui est basée sur une distinction entre les actes usuels et non usuels de l'autorité parentale. Donc, quand deux parents se séparent, ils doivent s'informer des actes usuels, mais ils peuvent prendre des décisions sans besoin d'avoir une signature de l'autre. Par contre, les actes non usuels, là, il faut se mettre d'accord, sinon c'est le juge. On a produit une inflation incroyable des actes non usuels qui ne sont pas définis en droit, c'est pratique. L'esprit de ça, c'est qu'ils engagent l'avenir de l'enfant. Alors un enfant ne peut pas aller en classe verte parce que ça engage son avenir si ce n'est pas les parents qui signent, si part en classe verte. Il va attendre des semaines de savoir s'il va pouvoir faire telle activité. J'entendais il y a quelques jours une jeune femme qui me disait ben moi c'était pourri parce que mes copines à l'école quand elles avaient un plan pour sortir c'était 2 jours après, 3 jours après et moi je savais qu'il me fallait environ 10 jours pour avoir un accord pour que ma famille d'accueil en parle au référent du service, qu'en parle au référent ASE, qui demande aux parents, qui renvoie au référent ASE, qui renvoie au référent des services, qui me réfère pas moins de 10 jours. Donc on a trouvé des systèmes dans lesquels, pour les meilleures intentions du monde, et ça marche quand les parents sont engagés. On a décrété que par la magie de nos lois merveilleuses, mais on a des lois merveilleuses, vous avez un problème de logement, c'est réglé, un DALO. Droit au logement opposable. Vous avez un problème d'accès au sport, à la culture, au loisir, article 140 de la loi de 98 contre l'exclusion. Vous y avez droit. L'accès aux vacances, aux loisirs, à la culture et au sport sont des droits fondamentaux parce qu'ils permettent l'exercice de la citoyenneté. Donc en conclusion, je dirais qu'il faudra interroger cette tendance en France qu'on a de faire les plus belles lois du monde. On peut pleurer de joie en voyant certaines lois en France. Mais le détail, c'est que la plupart ne sont pas exécutées. La plupart ne sont pas exécutées. Quand on regarde, moi, j'ai beaucoup travaillé, je sors un livre de cette semaine sur le délaissement parental, dont le titre est « Semi-aimé, semi-abandonné ». Donc j'ai suivi un grand nombre d'enfants qui aboutissent à être délaissés. On met des années et des années à appliquer la loi. Et c'est quoi j'ai trouvé une douzaine d'explications, mais une explication vraiment majeure, c'est culturel. C'est que pour les anthropologues, on est fortement marqué par ce qu'ils appellent l'exclusivité du lien de filiation. Un enfant ne doit avoir qu'un père et qu'une mère. Tout professionnel qui tient un rôle parental en France dénie. Tout proche qui tient un rôle parental, modèle de la rivalité. On a fait un projet de loi pour donner des droits aux tiers ou une place dans la vie de l'enfant.
Eh bien, ça n'a jamais été voté. Pourquoi? Parce que je donne des droits à un beau-père, j'attaque le père. Je donne des droits à la mère, ou à la belle-mère, j'attaque la mère. On est imprégné d'un modèle d'exclusivité, de filiation et d'éducation. Et en conclusion, je dirais que ce serait pas mal d'aller un peu voir comment ces questions se traitent ailleurs, tout simplement pour découvrir notre pays par comparaison. Voilà. Sur les années 70. En 70, il y a 500 000 chômeurs en France. En 74, Giscard dit si on arrive à 1 million, ça sera la révolution. Et en fait, c'est la période dans laquelle les jeunes vont commencer, pour ceux qui sont les moins qualifiés et ceux qui sont en échec scolaire, à rentrer massivement dans un provisoire qui peut durer extrêmement longtemps, que Castel a bien analysé. Et c'est là que naît ce que tu disais, tout le champ en fait, de l'insertion. Hein. Et ça se traduit en protection de l'enfance d'une façon très concrète en fait en 81. Moi j'ai commencé à travailler avant 81. On se faisait pas trop de soucis pour les jeunes adultes. Pourquoi? Parce que si ça n'avait pas marché à l'école, on allait faire la tournée de sociétés dans lesquelles ils pouvaient faire comment s'appelle ce travail de l'intérim. Et donc, en essayant, par exemple, on accompagnait des jeunes très tôt le matin à telle adresse. On savait qu'on repartait, ils travaillaient pour la journée, pour la semaine. Donc, on essayait 4-5 boulots et ils finissaient par trouver leur voie. Donc, nous, on n'avait pas vraiment conscience de leur solitude et de leurs difficultés affectives après. On était plutôt contents de nous parce qu'ils partaient avec un logement, un boulot la plupart. Hein. Et puis arrive le chômage de masse, arrive aussi la loi de 81 qui tout simplement interdit l'intérim aux mineurs. Et ça, c'est une vieille chanson de la gauche. Hein, les jeunes, ils doivent pas travailler précocement. Il y a une hostilité à l'apprentissage, etc. Et donc, ça s'est traduit. Enfin, je caricature quand même un peu quand je dis ça, mais toujours est-il que à partir de là, il y a toute une population qui s'éloigne du marché du travail au point que certains patrons se demandent s'il est même légal que des jeunes travaillent avant la majorité, quoi. Donc, toute une tradition très ancienne de jeunes qui travaillaient précocement. Et souvent, on nous appelle à un peu de distance par rapport à la relation qu'on peut avoir avec les enfants. Donc, moi, je me pose la question, en fait, qu'est-ce que vous entendez par suppléance des parents Comment... Voilà. C'est le programme officiel, la suppléance. Hein, c'est la messe qu'on dit. Mais c'est pas la réalité. La suppléance, en fait, elle a été créée par Paul Dorny quand il a constaté que on remplaçait les parents abusivement dans des tâches qu'ils pouvaient faire et qu'il fallait donc réfléchir à qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on fait à leur place, provisoirement ou pas, et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour leur laisser leur place. Il n'y a pas de raison qu'on les remplace. Mais ça demande de réfléchir dans une famille de tâches éducatives à quelle place on occupe, comment on travaille avec les parents. Mais la base de ça, c'est d'abord se rencontrer avec les parents. Avoir nous un lien de confiance et puis pouvoir travailler à aboutir à une coopération. Donc cet objectif de coopération dans notre système, on pose comme si il est acquis dès le départ puisqu'on est dans la suppléance. Ben non, pas de coopération, pas de suppléance. Mais pour aller plus loin, je dirais que en France, il y a un angle mort de ça. Il y a, vous voyez, ça m'a frappé en allant en Belgique et en rencontrant le psychologue. Il disait chez nous, c'est clair, il y a 3 types de placements dans lequel la place de tous les acteurs est tout à fait différente. Il y a des placements, on va dire, d'assistance éducative, comme dans la loi chez nous, c'est-à-dire on s'entend avec les parents, on coopère, on travaille, alors ça peut chauffer, mais enfin, on sait qu'on travaille à un retour de l'enfant dans sa famille. Il y a d'autres enfants, on sait qu'il n'y aura pas de retour. Alors, en France, c'est interdit de l'évaluer, c'est interdit de le dire, c'est un grand tabou. Mais on peut le prédire facilement, un enfant avec une mère adolescente, à 14 ans, c'est son 2e enfant, elle commence à venir irrégulièrement à la pouponnière, vous pouvez déjà prédire que la probabilité qu'il y ait un placement toute l'enfance est de 99,999. Bon. Donc, vous voyez, la place de tout le monde change, parce que c'est pas pareil de maintenir des liens avec les parents,
c'est un travail important, ou de se préparer à vivre ensemble. Et puis un troisième type de placement, pour moi extrêmement important et sur lequel il faudrait qu'en France on s'outille un peu, c'est on ne sait pas où on va. Est-ce qu'on va coopérer avec les parents? Est-ce qu'ils vont mettre au travail les problèmes de l'origine du placement? Vers où on va? Alors, si vous êtes en Belgique, par exemple, et que l'enfant est petit, d'un point de vue éthique, on se dit on a 6 mois de travail intensif pour savoir où on va. Est-ce qu'on va vers un placement stable et l'enfant il sera plus placé, il sera confié? Ou est-ce qu'on va vers, on prendra le temps qu'il faut, mais on a les ingrédients pour aller vers un retour? Dans mes travaux, j'appelle ça l'idéologie du retour. C'est-à-dire, le retour à un projet, c'est le seul qu'on ait. C'est le retour à l'institution. Et du coup, c'est tellement évident qu'on ne l'évalue pas, qu'on ne le soutient pas. Les pays qui évaluent, pour qui c'est fondamental de savoir si un enfant placé doit retourner à la maison ou pas, ils ont de sacrés outils. Hein. Par exemple, il y a un outil dans plein de pays qui est évaluation de l'engagement parental à 5 niveaux. Ça permet d'évaluer aussi le soutien que reçoivent les parents ou pas. À la fin de votre deuxième intervention, du coup, vous avez parlé des lois qui portent préjudice à la protection de l'enfance. Vous avez parlé d'une surjudiciarisation, d'une surinstitutionnalisation. Moi, j'aurais bien, parce que c'était hyper intéressant et peut-être un peu trop court. Est-ce qu'il y aurait possibilité de développer un peu plus, parce que ça m'intéresse vraiment. Philippe fait conférence à la RIFST. Non, je vais aller vite. Si vous voulez, on peut comparer. On a fait une loi en 2007 pour déjudiciariser. Il y avait 80% des placements faits par le juge. Le succès de cette loi en France est rayonnant. 17 ans après, on est à 80% de placements judiciaires. Donc on a complètement échoué. Mais souvent, on a des lois, on ne les évalue pas. Hein, voilà, elles ne sont pas appliquées. En 2007, on met le projet pour l'enfant au cœur de la loi. 17 ans après, ça ne fonctionne pas. Donc on a un vrai problème avec les lois. Hein. Les Belges, eux, ils ont commencé à déjudiciariser en 91. Et ils ont dit il faut qu'on coupe l'équivalent chez eux de l'ASE en deux. C'est-à-dire, l'ASE, si vous voulez, chez nous, il y a 3 familles de l'aide sociale à l'enfance qui sont un peu confondues dans les représentations. Il y a l'ASE qui travaille autour de ce que les Belges appellent l'aide consentie. C'est ce qu'on va appeler tout ce qui est aide administrative. Et puis il y a l'ASE qui sous-traite et exécute l'édition des juges. On gagnerait à ne pas mélanger ces deux ASE-là. Hein. Et puis, il y a de plus en plus maintenant d'enfants, ce troisième type de l'ASE, des enfants, il y a des délégations d'autorité parentale à l'ASE, il y a des tutelles à l'ASE, il y a des pupilles. Leur nombre augmente sans arrêt maintenant. Bon, si on séparait ces 3 types d'ASE, en Belgique, ils l'ont fait. C'est-à-dire, ils disent, c'est très important qu'il y ait une aide consentie. Ça veut dire aide consentie, on ne travaille qu'avec l'accord des parents, 0 signalement, c'est pas notre boulot. Les signalements, ce n'est pas chez nous. Nous, la loi nous oblige à aider. Les signalements, c'est pour la justice. Et en droit, c'est solide. En droit, normalement, dans le droit international, il n'y a que la justice qui a le droit de faire des enquêtes intrusives dans la vie des familles. Nous, on a créé une mécanique en 2007 qui s'appelle l'information préoccupante, qui fait que des milliers, des dizaines de milliers d'informations préoccupantes partent de partout, surtout de l'école, mais de partout. Et on envoie des bataillons comme ça de santé sociale faire des enquêtes très intrusives dans les familles. Et comment voulez-vous avoir démarré un lien de confiance avec les parents quand on démarre comme ça? La parole est dans la salle et à distance aussi, à Internet, comme ce matin. N'hésitez pas, levez la main. Mathias, qui inaugure. Les expériences qui ont été évoquées, c'était la question du handicap qui a été posée. Et tu n'as montré que... un type de journal de ces années 70 qui est Faire Face. Et je voulais juste inviter le public à aller voir, parce qu'il y a des podcasts fantastiques maintenant, sur un mouvement qui est complètement tombé dans l'oubli et qui est typique justement de ces années 70, c'est le mouvement des handicapés méchants. Qui se met en place justement pour une dizaine d'années dans ces années 70. Il y a des podcasts merveilleux des fondateurs de ce mouvement qui sont justement des jeunes étudiants à la cité universitaire. C'est comme ça que ça démarre, qui n'ont pas accès à la cafétéria à cause de 3 marches, mais qui vont faire tout un mouvement social. Et je trouve que voilà, c'est très intéressant de rappeler que face à des
posture traditionnelle comme était l'Association des paralysés de France. Là, dans ces années 70, on a des mouvements tout à fait contestataires, même chez les usagers, et que justement ça replace ce vocabulaire même des usagers qui est aujourd'hui très dénigré, mais qui était en fait une naissance des années 70 où c'était la place justement des usagers de pouvoir s'exprimer. Et en même temps, c'est une période, un âge d'or du médico-social. Et je pense notamment à ces Boulin qui déclenche l'augmentation du nombre de places en foyer pour accueillir les jeunes handicapés, en expliquant, il y en a une partie, le handicap est trop lourd pour leurs parents. D'autres, ils sont placés en famille d'accueil, ça s'arrêtera. Et on voit qu'il y a un âge d'or comme ça de l'institutionnalisation des personnes en situation de handicap. C'est vraiment très impressionnant, d'autant que c'est eux qui passent le plus leur vie en institution. Pour certains, c'est de 5-6 ans jusqu'à la mort. Alors, sur les handicapés méchants, tu fais bien de le rappeler, vous tapez handicapés méchants dans le moteur de recherche du site web du CNES et vous trouverez notamment le supplément de la lettre que Sylvain avait fait sur ce mouvement, qui vous donnera une idée de ce mouvement. La lettre du CNES toutes les lettres du CNES depuis le début sont disponibles sur le site web et à chaque lettre, il existe un supplément archive sur des thèmes très très divers. Vous pourrez trouver ça sur le site web du CNES.